Bonjour, je m'appelle Alexandre Kaufmann, j'ai 43 ans, je suis journaliste et je vais vous expliquer comment on meurt aujourd'hui d'une overdose à Paris. Alexandre, vous avez écrit ce bouquin qui s'appelle Surdose. C'est le fruit d'une enquête de 1 an, je crois, c'est ça ? Ouais. 1 an en immersion avec le groupe qui s'appelle comme ça, le groupe policier Surdose, qui travaille sur les cas de mort par overdose à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce groupe ? Alors donc c'est un groupe qui appartient à la brigade des stupes. Ils vont être saisis à partir d'un décès par overdose et ils vont enquêter sur la personne qui a vendu la drogue responsable du décès. Ils vont remonter la filière et l'inculper d'homicide involontaire et de trafic de stupes. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Peut-être une des principales choses que j'ai retenues, c'est qu'on pouvait mourir justement d'une simple ligne de cocaïne ou d'un parachute de MDMA, ce que j'ignorais totalement. On pense toujours que les overdoses, ça vient ou d'un produit qui est mal coupé, et en fait ça c'est une légende urbaine. En vérité, pour toutes les drogues qui sont des psychostimulants, donc comme par exemple la cocaïne, le MDMA et plein de nouvelles drogues de synthèse, l'overdose elle dépend pas de la quantité de drogue prise, elle dépend de la vulnérabilité individuelle. Au cours de l'immersion, on a vu par exemple un type qui était mort après avoir avalé une pilule d'ecstasy. Une seule, et un autre type qui était venu pour se suicider, qui avait avalé 50 pilules d'ecstasy, lui il n'est pas mort. Quand on dit overdose, on a tous cette image en tête d'un mec dans un squat sur un matelas sale avec une seringue dans le bras. Et en fait, ce qu'on apprend dans votre bouquin, c'est que c'est pas du tout le cas la plupart du temps. Alors c'était le cas il y a une trentaine d'années, quand justement ce groupe a été créé, tandis qu'aujourd'hui, moi, l'essentiel des overdoses auxquelles j'ai assisté, d'ailleurs toutes, c'était toujours à domicile. C'est-à-dire que maintenant, on meurt à domicile et ce sont des personnes très bien insérées. Ça touche absolument tous les milieux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un super boulot, gagner très bien sa vie, avoir plein d'amis, une femme, un bel appart, vivre en plein cœur de Paris et mourir d'une overdose. Tout à fait. Ouais. Il y a eu un cas d'une personne il n'avait pas ses enfants pendant le week-end. Avec sa femme, ils ont acheté 1 gramme de cocaïne. Puis ils se sont mis à prendre des traces de cocaïne et lui, il est mort. Bon, j'imagine qu'en 1 an d'enquête, vous en avez vu pas mal, des morts par overdose. Le cas qui vous a le plus marqué, c'est lequel ? C'était celui d'un consultant en informatique qui était mort après avoir pris de la 3-MMC, qui est une drogue que vous ne devez pas connaître. Non. Et donc, lui, il était mort, on l'a retrouvé avec un godemichet dans les fesses, tout seul, un lundi soir chez lui. C'est peut-être la mort qui m'a le plus perturbé, parce qu'en fait, on pouvait vraiment imaginer sa vie. On entrait chez lui comme s'il était encore là, on voyait ce qu'il lisait, on voyait sa livebox un peu poussiéreuse, tandis que j'ai vu d'autres cadavres beaucoup plus abîmés. Et pour le coup, paradoxalement, ils sont moins perturbants parce qu'on a du mal à s'imaginer leur vie. Il y a eu une overdose dans ma propre rue, ce qui m'a beaucoup perturbé. Et c'était un Chilien, et son visage, c'était un amas d'asticots. Et du coup, c'était juste un peu répugnant, mais finalement moins perturbant parce qu'on pouvait plus s'imaginer sa vie. Il y a encore quelques années, pour acheter du cannabis par exemple, il fallait prendre sa voiture, aller à un point de deal, souvent en banlieue, acheter de la main à la main au dealer. Aujourd'hui, ça ressemble plus du tout à ça, le deal à Paris. Ça ressemble à quoi ? Alors aujourd'hui, ça ressemble à une livraison de pizza, c'est vraiment le Deliveroo de la drogue. Si on prend l'exemple de la cocaïne, il y a plein de messages promotionnels. Ah, j'ai reçu de la foudre par SMS, ça vient par SMS, j'ai reçu de la foudre, un acheté, un offert. Et donc il y a une immense concurrence entre toutes les plateformes d'achat, ce qui d'ailleurs fait remonter le taux de cocaïne, qui avant était mauvais et donc provoquait moins d'overdoses. Aujourd'hui, la concurrence fait que le taux de pureté est remonté et surtout les équipes se tirent la bourre et c'est vraiment régi par un capitalisme sauvage avec sa hiérarchie qui est très pyramidale et des petits livreurs qui des fois sont encore au lycée. Comment ils font les policiers pour lutter contre ces réseaux ? Alors en fait, le talon d'Achille, c'est la téléphonie. Il y a une trentaine d'années, quand il n'y avait pas de téléphone portable, ce même groupe avait à peu près un taux d'élucidation de 20%. Et en fait, aujourd'hui, c'est 80% et tout passe au début par la téléphonie. C'est-à-dire que quand on retrouve un cadavre après une overdose, une des premières choses que font les enquêteurs, c'est qu'ils prennent le téléphone et ils remontent tout de suite les contacts. Et ils trouvent souvent ce qu'ils appellent une puce merguez, c'est-à-dire un téléphone prépayé utilisé par les dealers. Et à partir de ce téléphone, ils commencent à mettre en place des surveillances. Souvent, ils arrivent à remonter bien la filière et à identifier les responsables. Ils réagissent comment ? Il y a vraiment des trafiquants qui sont des multirécidivistes qui, quand ils se font attraper, ils sont vraiment bons joueurs. Ils disent « Ah bah je trafique de la cam ». Ils disent « Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'ils vont parler d'homicide involontaire ». Et là, par contre, ça les intrigue. Et on leur dit « Bah oui, ce que vous avez vendu, ça a provoqué un décès ». Et du coup, ça les inquiète beaucoup plus. Il y a 2-3 citations assez marquantes dans votre bouquin. Une petite citation qui vient du capitaine du groupe de policiers. « J'en connais qui n'ont même pas de véhicule, ils font leur livraison avec Hitch, l'application de covoiturage nocturne. » Mais souvent, en fait, on tombe sur, comme dans tous les sujets un peu absurdes et graves, il y a des trucs totalement burlesques. Et donc, par exemple, voir un livreur de cocaïne qui se déplace avec une application de covoiturage, c'est complètement dingue. Et aussi, des fois, on entend sur les écoutes les chefs de réseau qui disent « Alors, dépêche-toi, vas-y, va le livrer, qu'est-ce que tu fais, t'es en retard ?» et tout ça. Et en fait, on voit le petit jeune qui doit livrer qui dit « Ouais, mais je me dépêche, là, je suis dans les embouteillages. » Et en fait, on sait qu'il
travailler dans un café internet en train de faire des jeux vidéo en ligne. C'est quoi le rapport des dealers aux clients, qui sont souvent des clients assez aisés, qui reçoivent les dealers chez eux, etc. Les dealers sont très polis avec les clients, qui eux-mêmes de leur côté les traitent avec une amabilité supérieure. Et ce qui est drôle encore une fois sur les écoutes, c'est qu'on les entend dire « Ah, les bolos, c'est quel bolos que tu vas livrer ?» En fait, ils méprisent aussi totalement. Les bolos, c'est les clients. Les bolos, c'est les clients, donc ils méprisent totalement leurs clients. Donc on voit aussi tout ce double langage qui était vraiment passionnant à voir au jour le jour. On va faire un petit point vocabulaire. Il y a des mots qui sont assez spécifiques à cette brigade sur Dose. C'est quoi bécaner une gave? Alors, bécaner une gave, bécaner, c'est taper à l'ordinateur. Donc ça, Ouais. c'est les officiers de police judiciaire, ils passent vraiment un temps infini. Et une gave, c'est une garde à vue. Un zombard. Alors, un zombard, c'est une écoute. Schtroumpfé. Schtroumpfé, c'est un cadavre qui est décédé à la suite d'une overdose d'héroïne ou d'opioïdes. Il va se vider de son sang, donc il va avoir un teint un peu bleu. Et donc les médecins disent que c'est un cadavre schtroumpfé. La conséquence de cette enquête pour vous, c'est quoi? Presque plus que la consommation de drogue, c'est finalement le symptôme de la consommation de drogue qui révèle une solitude et une détresse. Et ça m'a vraiment beaucoup perturbé. Vous pensez que ça va évoluer comment dans les années à venir? Moi, je pense qu'en fait, à terme, toutes les drogues seront légalisées en France. C'est simplement une question de courage politique. On regarde par exemple au Portugal. Depuis 2000, toutes les drogues sont légalisées au Portugal. Le nombre d'héroïnomanes a été divisé par 2. Et je pense qu'aujourd'hui, simplement, les esprits sont pas encore prêts, sont pas encore mûrs pour ça, mais que, je dirais, dans une vingtaine, trentaine d'années, les consommateurs de drogue ne seront plus considérés comme des délinquants, mais peut-être plus comme des malades, ou comme des gens qui doivent être aidés. Et c'est ce vers quoi on s'achemine, je pense.